Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live sur Facebook, ce traditionnel live que vous êtes toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux à suivre en direct ou en replay sur ma page Facebook. Je suis encore aujourd'hui, figurez-vous, en direct de Provence, lieu dans lequel, région de France dans laquelle je me rends, vous le savez aussi souvent que je le peux et qui a le mérite de, de faire un contraste avec la vie parisienne et la vie urbaine qui est absolument folle. Et ici, c'est une certaine forme de sérénité, de recul, d'introspection. C'est vraiment génial. La France est belle d'ailleurs. Quand vous vous baladez dans toutes les régions, en fait, la vraie anomalie de l'homme moderne, c'est la ville. Mais bon, ça, c'est un autre sujet dont je vous parlerai et dont nous aurons l'occasion de parler un autre jour. Bonjour Stéphane, Marie-Claude, Nanette, Julien. Figurez-vous qu'en ce dimanche, j'ai envie d'aller à contre-courant de la morosité ambiante, qui est bel et bien justifiée, hein, parce qu'effectivement aujourd'hui, nous le savons, on a mille et une raisons de s'énerver, de nous indigner, mille et une raisons de nous en prendre à cette classe politique que nous dénonçons à longueur de live et dont nous savons qu'elle ne fait pas face. Nous avons mille et une raisons de nous inquiéter pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais pour autant, eh bien, la France recèle encore, je dis bien encore, parce que le temps joue contre nous, un potentiel absolument monumental. Alors nous ne le voyons pas forcément de là où nous sommes, nous ici en France, parce que nous avons la tête dans le guidon, comme nous disait, mais c'est extrêmement intéressant de voir ce que les étrangers perçoivent de nous aujourd'hui. Et j'ai lu cette semaine une interview du président de l'entreprise Cisco, un grand géant du web, qui a dit la chose suivante, il a dit « La France sera la tête de l'Europe et peut-être même, dit-il, du monde libre ». Alors là, vous vous dites, ouais, mais attends, mais c'est complètement dément. C'est pas avec les guignols que nous avons au pouvoir aujourd'hui que la France sera à la tête du monde libre. C'est vrai, et vous avez raison. Mais les propos de John Chambers font écho à d'autres propos. Par exemple, Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui, d'ailleurs, dans la surenchère par rapport à ce que nous dit John Chambers, il nous dit la chose suivante, il nous dit « La France sera peut-être, ou en tous les cas a les moyens, de devenir le grand empire du XXIe siècle. » Rien que ça, c'est quand même pas rien. Propos d'ailleurs qui ont été repris par Jacques Attali il y a quelques jours en France, qui nous disait que la France avait les moyens d'être la puissance dominante du XXIe siècle. Alors tout ça, effectivement, dans le contexte actuel, ça paraît complètement surréaliste. Et on se dit, mais attends, avec nos 6 millions de chômeurs, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 60 000 faillites par an, il est où ce paradis que nous décrivent tous ces observateurs? Et c'est vrai que c'est une question qui est logique. Mais regardez les atouts que nous avons, qui sont des atouts qui font porter la possibilité de l'avènement de ce que Krugman appelle cet empire français, ou de ce que John Chambers appelle la puissance dominante du monde libre. D'abord, ne parlons pas d'économie, parlons de géopolitique. La France, c'est la deuxième puissance maritime du monde, notamment grâce à nos territoires et départements d'outre-mer. Deuxième surface maritime du monde. Et figurez-vous que nous serons bientôt, d'ici 2 ans, la première puissance maritime du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de conventions et de droits de préemption prévus par les Nations Unies que nous allons pouvoir exercer dans les années qui viennent, qui font que la France pourra devenir la première puissance maritime du monde, la première superficie maritime du monde. Quel est l'autre pays, à part la France, qui est présent aujourd'hui sur les 5 continents et qui a une capacité de projection, notamment militaire, à travers nos sous-marins nucléaires, partout sur la surface du globe? Il n'y en a aucun autre. La France est le seul pays du monde à être présent sur les 5 continents aujourd'hui et sur l'ensemble des mers et des océans. Et ça, c'est d'un point de vue géopolitique un atout extrêmement majeur. À côté de ça, vous avez un autre aspect qui ne relève pas non plus de l'économie, mais qui relève éminemment de la grandeur, et nous ne le voyons pas, tellement il nous paraît évident. C'est la francophonie. Alors oui, on ne le voit pas parce que nous parlons français, évidemment. Et c'est notre langue natale.
Sauf que, figurez-vous que dans les 30 à 40 prochaines années, à horizon 2050, 1 milliard de personnes parleront français dans le monde. Alors vous allez me dire, mais où? Ben, notamment grâce à l'Afrique et au développement de l'Afrique subsaharienne dont nous savons qu'elle a une démographie qui est absolument galopante. Eh bien nous aurons dans 30 à 50 ans 1 milliard d'êtres humains qui parlera français, dont le français sera la langue natale. Imaginez, si nous savons être au rendez-vous de ça, quelle est l'influence diplomatique, culturelle et donc forcément économique qu'il y aura derrière. Imaginez ça. Alors, revenez sur un plan purement économique. Et encore une fois, je ne suis pas là pour faire de l'angélisme de comptoir et dire que tout va bien. C'est évidemment pas le cas. Et en tant que patron d'une PME, je peux vous confirmer toute la difficulté qui est celle de la réalité actuelle et des rigidités auxquelles nous sommes confrontés en France. Sauf que, si vous voyez les choses sous un autre angle, eh bien, vous identifierez que les Français sont les plus grands créateurs d'entreprises dans le monde. Il se crée en France plus d'entreprises qu'il ne s'en crée aux États-Unis. En valeur absolue, je ne parle pas en valeur relative, en valeur absolue. Chaque année, il se crée plus d'entreprises en France qu'aux États-Unis. La France est un pays d'entrepreneurs, la France est un pays de créateurs, la France est un pays d'innovateurs et de tout temps. C'est pas nouveau. Alors qu'est-ce qui fait défaut? C'est qu'effectivement, prenons l'exemple des entreprises. La France, je viens de le dire, est le pays développé dans lequel se créent le plus d'entreprises. Sauf que vous avez un nombre de rigidités, de conservatisme, une bureaucratie avec un code du travail qui pèse 1,5 kg, avec un code général des impôts qui fait 1500 pages, qui fait que, avec des seuils, qui fait que ce qu'on appelle les fameux effets de seuil, vous savez, les contraintes administratives qui changent selon que vous avez 10 salariés, 50 salariés, 20 salariés, etc., ou 250 salariés. Eh bien, à cause de tout ça, les milliers, centaines de milliers, millions d'entreprises qui se créent en France aujourd'hui n'atteignent pas la taille critique et finissent, pour une grande partie d'entre elles, par fermer. Et nos petites entreprises ne deviennent jamais, et c'est le drame de notre système économique en France, ne deviennent jamais des moyennes entreprises, ce qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui fait la force d'un pays tel que l'Allemagne, ces grosses PME. Bien, nous ne pouvons pas. La France est incapable de transformer ces pépites, ces start-up, ces petites entreprises qui sont portées par l'esprit entrepreneurial du peuple français, mais notre écosystème économique est incapable de transformer ces créations en succès. Et ça, c'est un problème absolument en tout point monumental. Vous savez, je me déplace souvent dans le monde et je discute avec notamment des entrepreneurs et des innovateurs du monde entier, et y compris des États-Unis, et il m'arrive de leur poser les questions suivantes. Je leur demande, si tu mets de côté toute considération fiscale, toute considération sociale, s'il y a un pays du monde, à part le tien, dans lequel tu aimerais pouvoir t'installer pour entreprendre, tous, je dis bien tous, répondent la France. Et évidemment, ils enchaînent en disant « Oui, mais le problème en France, c'est… » Et nous les connaissons, les problèmes. Nous les connaissons tous. C'est ça, le drame. Et c'est des problèmes auxquels nous aussi, nous sommes confrontés sur le terrain. Et c'est ce qui fait qu'une petite entreprise restera toujours petite en France. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette trappe aujourd'hui qui fait que nous avons 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une chape de plomb qui pèse sur les forces vives de la nation et qui nous empêche de nous accomplir comme grande puissance. C'est la réalité aujourd'hui de notre pays et c'est l'enjeu politique majeur, vraiment. C'est l'enjeu politique majeur parce que cette grandeur, cette puissance qui est ontologique, qui est propre à la France, et y compris et surtout sur un plan philosophique, parce que la France, c'est une culture de l'universalité. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose
en France qui fait de notre pays le laboratoire du monde. Et nous connaissons les grands enjeux de ce siècle, dans leur côté positif comme dans leur côté les plus sombres, notamment les enjeux liés à la révolution technologique, l'intelligence artificielle, le numérique, la robotique, qui peuvent ouvrir un très grand nombre de perspectives, mais qui sont également extrêmement menaçants, à commencer par l'emploi. Il y a de vrais modèles à réinventer aujourd'hui, un nouveau rapport au travail à réinventer, un nouveau rapport à la technologie, parce que ce technolibéralisme aveugle qui nous vend une promesse de bonheur alors qu'il ne vise qu'à nous aliéner, ce n'est pas ça le progrès, ce n'est pas ça la prospérité. Et nous devons, nous, en France, aujourd'hui, réinventer ce rapport au progrès, ce rapport à la technologie, ce rapport au numérique, ce rapport à l'intelligence artificielle qui pose plein de questions, et pour lesquelles nous n'avons aujourd'hui pas de réponse. Parce que les pays anglo-saxons vont plonger dedans et vont accepter de s'aliéner, notamment ces nouvelles technologies. Nous avons le devoir de mettre un pied dans cette révolution technologique, mais de n'en saisir que le bien, c'est-à-dire que ce qui est au service de l'homme, de l'humain. Et ça, c'est la mission originelle de la France. Quand on parle des droits de l'homme, qui ont été inventés par la France, quand on parle de la liberté, concept qui a été inventé par la France, eh bien ce sont des concepts qui seront au cœur des grands enjeux philosophiques et politiques de ce XXIe siècle. Et c'est à nous, en France, qu'il appartient d'appréhender ces enjeux-là, parce que nous ne sommes pas, comme les anglo-saxons, comme je suis en train de vous le dire, dans cette logique techno-béate qui consiste à considérer que tout ce qu'apporte la technologie, c'est positif, alors que non, en réalité, tout ça est extrêmement aliénant, sauf si nous savons en tirer le meilleur. Alors, pour faire tout ça, il y a un combat qui est au-dessus des autres, c'est réinventer un nouveau rapport à la démocratie. Parce que tant que nous serons dirigés par des dirigeants politiques qui sont à des années-lumière de toutes ces considérations-là, qui sont incapables de projeter la France dans l'avenir, et même d'avoir une lecture historique de ce qui est en train de se passer. Parce que pour comprendre l'avenir, il faut comprendre le passé et l'assumer et l'accepter, et peut-être même le valoriser, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui de notre classe politique, mais pas du tout. Et donc, vous avez aujourd'hui ce verrou suprême, qui est celui de la professionnalisation de la classe politique, qui fait que dès que vous êtes aux responsabilités aujourd'hui, dès que vous êtes élu de la nation, président de la République, député, sénateur, eh bien vous n'êtes obsédé que par une seule chose, c'est le mandat d'après. Et vous faites de la politique votre métier. Et dès que la politique devient votre métier, eh bien vous en abandonnez complètement la bataille des idées. Vous ne vous projetez plus dans la prochaine génération, vous êtes condamné à vous projeter dans la prochaine élection. Et ce n'est pas une question de personne. Je suis sûr que si vous, qui regardez ce live en direct ou en replay, si je vous mets en situation de député aujourd'hui dans les institutions actuelles, si moi, vous me mettez dans une telle situation, nous serions pris en otage par cette magie, par cette machine qui vous pousse de façon impitoyable à abandonner la bataille des idées pour vous concentrer sur des petites querelles politiciennes et de la petite tactique politique. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc tant que nous n'aurons pas réglé ce problème du cumul des mandats dans la durée, tant que nous n'aurons pas accepté de réinventer un nouveau rapport à la démocratie, où j'allais dire une évidence, où c'est le peuple qui décide réellement de sa destinée, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle que, par exemple, en 2005, les Français ont voté contre le traité européen. J'avais voté pour, moi, à l'époque, vous voyez, donc j'en parle avec d'autant plus d'honnêteté intellectuelle. Et comment accepter que 2 ou 3 ans plus tard, le même traité ait été repackagé et passé, non pas par référendum, mais par le Congrès, sous forme de traité de Lisbonne, en faisant un bras d'honneur aux Français. Ce n'est pas ça la démocratie. Et puis quand vous demandez ensuite aux politiques pourquoi vous ne réinterrogez pas les Français sur l'Europe, ils vous répondent, c'est le cas par exemple de Nicolas Sarkozy, ils vous répondent non, un référendum sur l'Europe c'est trop risqué parce que les Français risqueraient de voter non. Bon, pardonnez-moi, mais c'est pas ça la démocratie. Donc réinventer la démocratie
en recourant le plus souvent possible au référendum, un peu comme le font les Suisses, qui, depuis 15 ou 20 ans, ont réalisé plusieurs centaines de votations. Ils appellent ça comme ça, des votations. Avec toujours le bon sens qui l'emporte. C'est ça qui est intéressant. Toujours le bon sens. Quand vous demandez aux Suisses, est-ce que vous voulez mettre un SMIC à 6 000 euros, c'est une votation dont ils prennent l'initiative, enfin 6 000 francs suisses, eh bien, les Suisses vous répondront non. C'est le bon sens qui l'emporte. Alors, cher Grégoire, quel est parmi les principaux candidats actuels de gauche et de droite celui auquel tu aurais le moins de mal à te rallier? Bon, c'est une question extrêmement compliquée. C'est une question extrêmement compliquée parce que la notion de ralliement n'est vraiment pas à l'ordre du jour, parce que le ralliement implique une adhésion, et je n'ai d'adhésion... enfin, si je fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que je n'adhère à aucun des projets. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça un projet? Non. Mais cela dit, si vous avez suivi mes précédents lives, vous pouvez observer que sur certains points précis, je n'ai pas de difficulté à dire du bien de certains ou d'autres. Je considère par exemple que François Fillon est celui qui a le programme économique le plus cohérent. Est-ce que cela le légitime pour être président de la République? Je ne le crois pas. Mais François Fillon pourrait faire un bon ministre de l'économie. Je considère que François Hollande ne mérite pas tout ce qui se dit et tout le lynchage dont il fait l'objet aujourd'hui. Et j'en parle encore une fois avec d'autant plus de liberté que je ne l'ai pas ménagé ces 4 dernières années. Et je n'ai pas hésité à pointer du doigt sa médiocrité quand celle-ci apparaissait au grand jour. Mais pour autant, à la lecture de son livre, un président ne devrait pas dire ça, j'ai noté l'évolution d'un homme qui a pris conscience de sa médiocrité, ce qui est une qualité, et qui a pris réellement conscience des grands enjeux qui étaient ceux de la France aujourd'hui, mais qu'il ne peut pas dire parce qu'ils ne vont pas forcément dans le sens de son camp, et notamment sur le terrain de la sécurité, de l'islamisme, de l'immigration, etc. Et il a un jugement qui est très clairvoyant sur tous ces sujets-là. Alors, évidemment, mais en même temps, je ne souhaite pas que François Hollande soit le nouveau président de la République, pas plus que François Fillon, et encore moins Nicolas Sarkozy. Donc voilà le piège dans lequel nous sommes aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous, les Français, les citoyens, la société civile, nous devons nous bouger, nom de Dieu. Nous devons nous bouger, parce que si en 2017, nous avons la revanche de 2012, éventuellement avec une petite évolution dans le casting, peut-être un petit Juppé qui arrivera, ou un Macron qui jouera le rôle de Troublion. Bon, bah ça sera un échec pour la démocratie. Il est vital pour notre démocratie, et pour pouvoir faire, je reprends le fil de ce live, de la France la grande puissance et le pays aussi rayonnant auquel elle aspire, et que nous avons la possibilité de mettre en place, et bien pour ça, il faut que nous ayons des politiques qui comprennent ce monde et qui aient cette capacité d'entraînement. Mais nous n'avons que les hommes politiques que nous méritons, ne soyons pas naïfs. Et c'est la raison pour laquelle c'est vous et moi qui devons prendre en main les choses, et c'est ce que nous faisons, pour pouvoir peser et pour pouvoir faire porter notre voix et la faire rentrer en résonance avec l'opinion publique. Ce qui est extrêmement compliqué et ce qui est loin d'être gagné. Mais c'est le seul chemin à suivre. J'espère, cher Grégoire, avoir répondu à votre question. Alors forcément pas de façon directe, mais en vous disant et en partageant avec vous l'état d'esprit qui est le mien. Voilà, chers amis, ce que je veux dire avec vous. Le projet que nous avons apporté est passionnant. Le rendez-vous là que nous traversons est un rendez-vous historique, parce que nous pouvons redéfinir un nouveau paradigme, mode de pensée, autour de notre rapport à l'économie, notre rapport au travail, notre rapport à la Terre, à notre planète. Et ce n'est pas un petit sujet. Je ne suis pas contre le nucléaire, par exemple, philosophiquement, ou plutôt pragmatiquement, mais je suis philosophiquement contre le nucléaire parce que je pense que ce n'est pas la clé. Et en plus de ça, il a été prouvé que les énergies renouvelables aujourd'hui étaient moins chères que le nucléaire, et nous en avons des preuves manifestes. Donc ça veut dire que de façon pragmatique, il faut accepter d'accompagner cette mutation. Mais pour ça, ça veut dire être
être habité par cette idée-là et ne pas en faire une logique de chiffres. François Hollande, par exemple, sur le sujet de l'énergie, nous a dit dans sa précédente campagne, je veux passer la part du nucléaire de 75% à 50%. Moi, c'est pas ça faire de la politique. C'est pas des chiffres, c'est pas du tableau de bord. C'est une vision, c'est un projet, et c'est accompagner le mouvement. Et hélas, nous y sommes aujourd'hui extrêmement loin. Mais c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons ensemble. Et je compte sur vous, une fois de plus. Vous êtes à chaque fois plusieurs milliers à partager ces lives et à les visionner. Continuez à le faire, c'est essentiel. Tant que nous n'avons pas encore accès aux grands médias, et cela viendra, eh bien, il est essentiel que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous puisse apporter sa petite pierre à ce que j'appelle ce grand piédestal que nous devons tous collectivement construire à notre pays pour mieux appréhender l'avenir et pour réinventer un nouveau rapport à la démocratie et avec tout ce qui va avec. Un modèle qui servira d'exemple pour le monde. Merci à tous de me suivre en ce dimanche, en direct de Provence, dimanche extrêmement ensoleillé. Je vais vous laisser, je vais aller au petit café, au petit bar de la place du village, lire le journal du dimanche, figurez-vous. Journal du dimanche qui fait sa une sur Alain Juppé. Et je crois que le titre du journal du dimanche, c'est un truc du genre est-ce qu'il est déjà élu, quoi. Voilà. En gros, est-ce que la messe n'est pas déjà dite? Ça tombe bien, nous sommes dimanche. Bon, eh ben, nous, les citoyens, nous, le peuple français, on est là pour leur dire à tous que la messe n'est pas dite, qu'au final, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons un droit de vote, et que nous ne nous laisserons certainement pas impressionner et déterminer par cette société du spectacle qui décide elle-même de qui sont les acteurs, qui sont les rebondissements, et qui est un simulacre de démocratie. Merci à vous tous.